Voilà, la République du Congo a 64 ans. L'événement a été célébré le lundi 28 novembre 2022 à Brazzaville, au Palais de Congrès. C'était sous le patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a introduit une innovation dans la manière de célébrer cet événement, en le couplant avec son message sur l'état de la nation. En 64 ans de République, il ressort que le Congo a connu des avancées notoires, mais il y a encore des défis à relever. Décryptage du message du président de la République, Denis Sassou Nguesso, et les défis qui restent à relever. Nous en parlons en long et en large avec notre invité qui est sur ce plateau. Il s'agit de Anatole Koloné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Ambeza Mokia. Avec moi sur ce plateau, d'autres journalistes. Sarah Mongia, journaliste, spécialiste des questions de société. Alphonse Dongo, journaliste, spécialiste des questions économiques. Et Justin Bambakaz, journaliste, spécialiste des questions politiques. Chers collègues, bonjour. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, voilà donc le panel qui est autour de cette table ce matin. Je commence avec vous pour la première question, pour être collé à l'actualité. Le 28 novembre dernier, nous étions lundi, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a innové dans la célébration de la journée de la proclamation de la République. Il a couplé avec son message sur l'état de la nation. Vous particulièrement, est-ce que vous avez un commentaire à ce niveau, monsieur le Premier ministre? Le premier commentaire, c'est celui qui résulte du lien qu'a fait lui-même son Excellence, monsieur le Président de la République, en couplant République et nation. Nous aspirions à devenir une nation, c'est-à-dire cette communauté d'hommes et de femmes qui croient en un idéal du vivre ensemble, d'un partage commun des heurts et des malheurs. Et cela s'est matérialisé par l'engagement qu'ont pris les pères fondateurs lorsque, se déterminant face à la France, ont pris l'option de ériger notre pays en un système de gouvernement qu'on appelle République. Et en couplant le message sur l'état de la nation à la journée de célébration de la République, je pense que le président de la République a eu une meilleure inspiration. Sinon, quelle aurait été meilleure occasion que celle-là pour faire le point de la situation politique, sociale, culturelle, économique, nationale que ce moment de célébration de la République, un peu comme pour faire le bilan ou l'état de la nation depuis que les Congolais ont pris en main leur propre destin. Sarah Mongia, vous avez suivi le président de la République, Sassou Nguesso. Les questions de société n'ont pas été ignorées dans son message. Voilà, merci Antoine Ambeza Mokia. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour, alors, lors de son discours sur l'état de la nation prononcé le 28 novembre dernier, le président est revenu sur le volet social, notamment le plan de résilience alimentaire 2022-2023, et à cela s'ajoute l'exonération des produits alimentaires de base, les intrants agropastoraux et halieutiques. Mais pourquoi, avec toutes ces mesures, le coût de la vie n'est pas toujours réduit? Pourquoi toutes ces mesures peinent à porter des fruits, Monsieur le Premier ministre? Je ne doute pas. Vous êtes sur le terrain, vous allez au marché, et je peux penser effectivement qu'il y a peut-être aussi des denrées saisonnières. Dans la vie marchande, il y a des produits qui, en fonction des saisons, ont toujours le prix haut. Est-ce qu'il faut coller ces prix hauts des denrées saisonnières à la vie chère qui nous est dictée par les chocs internes comme externes? De tout temps, nous avons à certaines périodes des prix des denrées qui sont élevés ou qui sont à un prix bas. C'est la loi du marché. Mais s'il faut revenir sur les denrées qui font l'objet de facilités, de subventions accordées par le gouvernement et se demander pourquoi elles sont toujours chères, et c'est peut-être aussi dû à l'incivisme des citoyens qui sapent les efforts du gouvernement. Le président a parlé du plan de résilience et vous avez raison de le dire.
Le président a parlé des mesures que le gouvernement a prises pour améliorer les prix des denrées alimentaires, pour faciliter la charge de la ménagère. Oui. C'est au travers d'un certain nombre d'actes que pose le gouvernement. Le gouvernement dit, pour que les denrées ne pèsent pas sur les ménages, j'accorde telle facilité aux importateurs. J'accorde telle facilité aux commerçants. Au lieu qu'ils aient à payer les droits et taxes, je me prive de ces droits et taxes, de sorte que le prix soit très bas. Mais si malgré ça, l'importateur qui a bénéficié de ces facilités fait de la surenchère, le prix sera toujours élevé. Si le commerçant qui a bénéficié de ces facilités profite pour augmenter encore le prix sur le marché, le prix sera toujours élevé. Et c'est pour cette raison que nous intensifions le contrôle. Donc, l'appréciation de cela est à faire à deux niveaux. Est-ce que l'État a fait sa part pour faciliter la consommation à moindre coût des denrées alimentaires? Oui, l'État a fait sa part. En amont, l'État a fait sa part. Il a subventionné le pain, par exemple, la farine, en donnant un peu d'argent aux importateurs et aux minotiers qui importent la matière première pour leur permettre maintenant de couvrir le surcoût que cela impose dans cette importation. L'État a donné de l'argent. Et en fonction du prix réglementé par l'État, on a donné au boulanger. Si sur le terrain, le boulanger ne répercute pas cet avantage au profit du citoyen, on ne va pas méconnaître déjà l'effort fait par l'État. Ce qui va dire qu'en amont, l'État a fait sa part. En aval, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'incivisme des citoyens. Monsieur le Premier ministre, sans pourtant vous couper la parole, c'est aussi à l'État justement que vous évoquez de veiller à l'application des mesures qu'il ne cesse de prendre. C'est cela. Et c'est pour cette raison que vous voyez les cadres du ministère du Commerce et de la Consommation et des Approvisionnements descendre désormais sur le marché pour s'assurer que l'avant-dernier acteur de la chaîne de consommation respecte l'orientation donnée par l'État et fait profiter aux consommateurs la subvention que l'État a accordée. Et ils sont obligés de se déployer. Sans doute, les mécanismes de contrôle sont encore faibles parce qu'il faut davantage de moyens. Il faut qu'on ait beaucoup d'agents de contrôle, il faut qu'on ait beaucoup de moyens de contrôle, il faut que ces agents disposent des moyens de déplacement pour parcourir le pays entier, parcourir les villes entières, parcourir les marchés partout et s'assurer que le dernier vendeur n'exploite pas le consommateur et l'État. Mais c'est ce travail qui se fait. Mais au centre, il y a d'abord notre propre incivisme. Parce que même cet agent que nous envoyons pour contrôler, il faut qu'on s'assure qu'il est intègre. S'il ne va pas lui non plus se laisser corrompre par l'intermédiaire qui est au milieu. C'est pour cette raison que le président de la République nous appelle à la conscience patriotique, à un véritable engagement à l'intégrité. Il en a appelé aux agents étatiques qu'ils fassent preuve d'intégrité, de probité, pour qu'on n'ait pas à saper les efforts fournis par le gouvernement. Monsieur le Premier ministre, pour rester sur le même registre, est-ce qu'on peut se faire une idée du coût total de la subvention que l'État accorde aux importateurs de blé au Congo? Nous avons travaillé, pour tout vous dire, entre juin et décembre, l'État devrait débourser autour, je ne vous donne pas un montant précis, autour de 4 milliards. Voilà, entre juin et décembre, autour de 4 milliards. Et on avait déjà donné environ 1,9 milliard de francs CFA.
Voilà. Il peut y avoir quelques écarts, mais on avait mis à disposition des importateurs environ 1,9 milliard de francs CFA. Et il nous fallait mettre à leur disposition environ encore plus de 2 milliards au plus tard décembre. Et on devrait évaluer pour 2023 si nous devons maintenir la subvention ou si nous devons trouver d'autres formes de compensation. Ce qui a permis de faire en sorte que, jusqu'à maintenant, le prix du pain n'est pas augmenté. Alors que les importateurs, les minotiers ont subi une véritable hausse de charges dans la mise à disposition de la farine de blé. Mais ces charges ont donc été couvertes en partie par le gouvernement, ce qui a permis de maintenir le pain à 100 francs aujourd'hui, pour le pain de 200 et 220 grammes à 100 francs, et bien entendu pour le pain d'un autre grammage au prix correspondant. Monsieur le Premier ministre, pour rester, n'est-ce pas, dans le discours du président de la République, le chef de l'État a parlé de la lutte contre la corruption. Alors, comment est-ce que vous entendez sécuriser les investissements que vous appelez dans le cadre de la mobilisation des ressources devant vous permettre de financer le PND, lorsqu'on sait qu'on est quand même dans un contexte de corruption, mais aussi de délit de prévarication dont parle le chef de l'État lui-même depuis son retour aux affaires en 1997, sans qu'un seul gros poisson ne soit jusqu'ici pris, monsieur le Premier ministre, dans les eaux troubles du fleuve Congo. Sans doute avez-vous une idée des personnes que vous voulez voir être interpellées et que vous prenez pour des auteurs de corruption. Je n'en connais pas encore. Ce n'est pas moi, monsieur le Premier ministre, le peuple vous suit. Voilà, c'est ça. La seule chose qu'il nous faut comprendre, c'est que chacun de nous fasse preuve d'intégrité. Vous parlez du gros poisson, je ne sais pas lequel par exemple, mais l'agent de douane, l'agent du commerce, qui va peut-être entrer en collision avec le commerçant d'une supérette pour laisser passer, par exemple, des produits avariés ou pour faire preuve de complaisance dans la surenchère de prix. N'est-il pas corrompu? N'est-il pas auteur de corruption? C'est à ce niveau que ça se joue. Oui, mais c'est ça que le peuple attend. Voilà. On ne le voit pas. Voilà, mais vous le prenez pour un mini-frétin. Mais lui, il n'a pas été envoyé par un gros. Il n'a pas été envoyé par un gros poisson. Ce n'est pas son directeur général qui le lui a dit. Ce n'est pas le ministre. On vous dit bien, sauf à dire que lorsque le gouvernement a dit qu'on va mettre 2 milliards au profit, par exemple, des importateurs, et qu'au lieu de 2 milliards, le ministre, le directeur général, ou je ne sais pas quelle autorité, n'a donné que 1 milliard 200, 1 milliard 500. À partir de ce moment, moi, je peux intervenir face à ce gros poisson. Mais vous voyez bien que la corruption qui nous est plus préjudiciable et qui est visible, c'est celle qui émane des citoyens que nous sommes tous, à quelque niveau que ce soit, et beaucoup plus en aval. C'est cette corruption qui nuit beaucoup plus à la ménagère. Au plus haut niveau, on a du mal à le savoir. On ne juge le plus haut niveau que par le train de vie. On l'a vu avec une voiture, nécessairement, il est corrompu ou il a fait preuve de fraude pour s'être enrichi. Ça, c'est l'enrichissement illicite, certainement. Et il y a des mécanismes qui sont mis en place. Ce n'est pas pour rien qu'on procède maintenant à la déclaration du patrimoine. Ce n'est pas pour rien que nos comptes sont validés par la Cour des comptes. Ce n'est pas pour rien que nous sommes soumis à l'inspection générale, à l'inspection du contrôle d'État. Voilà. Mais ce qui est plus nuisible, veuillez m'excuser d'insister sur cela, ce qui est plus nuisible et que nous ne voyons pas, c'est ce fonctionnaire qui fait augmenter le panier de la ménagère. Lorsque j'achète
mon sac de foufou à Invuba, à Mati, que je l'achète, je prends le coup à 20 000 francs, avec l'espoir de venir vendre le sac de foufou à 25 000, et que sur la chaîne du transport, je sois confronté à des policiers, à des fonctionnaires véreux, à des postes de checkpoint en dehors des postes de payage réguliers, qui me font payer 2 000, 3 000, 5 000. Il va de soi que mon sac de foufou, je ne le vendrai pas à 25 000. Je le vendrai à 40 000, à 45 000. Mais ça, il n'y a pas un gros poisson. C'est un fonctionnaire ordinaire qui a fait peser le panier de la ménagère. Ça, nous ne voyons pas. Lorsque nous avons dit tel produit est exonéré et que le conteneur du commerçant arrive au port, que les agents de douane, par exemple, inventent des taxes pour contourner la mesure de l'État, du gouvernement. Ça, ce n'est pas il n'y a pas de gros poisson. C'est l'agent. Maintenant, là où intervient le gros poisson, c'est s'il est complaisant. Si, comme l'a dit le président, dans une forme d'omerta, nous n'arrivons pas à dénoncer et à punir un tel comportement. C'est là qu'intervient effectivement la responsabilité du supérieur. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas parfois à punir, Madame est spécialiste des questions sociales, dans ce pays de 5 millions d'habitants, où nous sommes tous parents, où nous nous appelons tous désormais des frères. Même dans une administration, le terme « monsieur » a disparu. Aux parents, aux frères, où on se permet de menacer même le supérieur hiérarchique. Qui va prendre le courage, la responsabilité, moi, chef de service, de punir l'agent qui est placé sous ma responsabilité? L'autorité de l'État est par terre, monsieur le Premier ministre. C'est là. Elle est par terre à quel niveau? Au niveau de la base. Au niveau du chef de service. S'il ne dénonce pas, oui, voilà ce qui affaiblit l'autorité de l'État. C'est l'inconscience des citoyens que nous sommes. C'est la crise de la culture citoyenne. Pour que moi, directeur central, ou moi, chef de service, je dénonce simplement un chef de bureau ou un collaborateur qui se livre à de telles pratiques, que je dénonce pour que son dossier aille jusqu'au conseil de discipline. Si je ne le fais pas, que fera le président de la République? Que fera le Premier ministre? Que fera le ministre? C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu à madame, oui, vous avez raison. C'est vous qui êtes sur le terrain. C'est vous qui allez dans le marché. C'est vous qui le vivez. Donc, c'est à vous de dénoncer ce que vous avez constaté. Si vous ne le dénoncez pas, s'il y a l'omerta, le reste, ça ne relèvera même pas de la clameur, mais de la rumeur. Monsieur le Premier ministre, si le président de la République parle de la corruption, il ne s'agit pas de ce petit vendeur au marché, mais il s'agit, entre guillemets, de ce qu'on appelle les gros poissons. Depuis son mandat dernier, jusqu'à aujourd'hui, le président de la République ne cesse de parler de la corruption. Et tel que vous l'avez dit, ce n'est pas un neveu qui va accuser son oncle, mais il y a des mécanismes qui sont mis en place. Il y a même un numéro vert. Donc quelqu'un peut appeler par ce numéro vert pour dénoncer un corrupteur. Si le président de la République revient continuellement sur la corruption, ça veut dire que ça existe. Ça veut dire qu'il y a des corrupteurs. Mais jusqu'à aujourd'hui, depuis, je ne sais pas, 10 ans, on ne cesse de mettre la main sous ces gens. Vous cherchez un coupable. Moi, je cherche le coupable. Voilà. Vous avez une idée, et c'est pour cette raison qu'on a du mal à avancer. Vous avez une idée de ce que vous voulez voir être présenté comme les auteurs de la corruption. Et sur ce point, on vous dit... Monsieur le Premier ministre, oui, le coupable dont il est question ici, le gros poisson, le peuple congolais veut savoir, quelle que soit la nature du commis de l'État, oui, au niveau du poste de péage, au niveau du marché, au niveau, un commis de l'État qui soit traduit devant les tribunaux pour avoir
été à l'origine du malheur. On n'avait pas connu ici des hauts cadres de l'État, je n'ai pas besoin de les citer, gestion collectivité locale, être relevés ou être jugés pour des malversations, réelles ou supposées. Mais on a tendance à rechercher, c'est pour cette raison que nous n'arrivons pas à gagner notre bataille contre la corruption, contre la vie chère. Parce qu'on pense toujours que le coupable doit venir de quelque part. Et comme on ne le trouve pas là où on espère le voir, on favorise les vrais coupables qui sont sur le terrain et qui posent des actes plus nuisibles que ceux qu'on attend à un niveau élevé. Monsieur le Premier ministre, il y a quand même la société civile et des confrères de la presse internationale qui ont souvent eu à dénoncer et à citer nommément certains Congolais d'être souvent les auteurs d'actes de corruption ou de prévarication. Est-ce que ces informations ne vous permettent pas de juger quand même d'une certaine pertinence lorsqu'on sait que cela se voit et cela se lit, le peuple le sait? L'État devrait donc céder à la spéculation Ouvrir de la presse internationale ou des ONG internationales qui passent leur temps à rechercher les biens à l'étranger des dirigeants africains en laissant passer d'autres biens beaucoup plus importants d'autres dirigeants sur leur territoire. On peut comme ça rechercher, comme avec une lampe torche, la case de Makosso Anatole Collinet dans une banlieue de France, et on reste insensible face à une forteresse d'un dirigeant du Proche-Orient ou d'un haut fonctionnaire du Moyen-Orient dans tel quartier huppé de Paris. Et vous vous attendez à ce que le gouvernement, qui voit une telle malice, une telle malveillance, à des fins paternalistes ou à des fins idéologiques, vous voulez que le gouvernement intervienne et s'attarde sur ces questions-là. Et pour ne l'avoir pas fait, on dit non, on est complaisant. Mais attendez, les premiers à être complaisants, c'est ceux-là qui dénoncent de façon tout à fait malhonnête. On peut comme ça passer son temps à dénoncer les comportements réels ou supposés des dirigeants africains quand on sait que dans ces pays, les premiers à être parfois indexés, ce sont des dirigeants. Et on entend leurs autorités, leurs présidents dire « non, il a encore ma confiance ». Et quand c'est des dirigeants africains, on veut qu'ils soient livrés à la vindicte populaire. Quand c'est des cadres africains, on veut qu'ils soient livrés à la vindicte populaire. Non, nous attendons les enquêtes que feront nos propres investigateurs. Alphonse Ndongo constate que le Premier ministre avait à sa disposition telle ressource, l'a mal gérée. Nous avons le rapport du commissaire aux comptes, nous avons le rapport de la Cour des comptes, nous avons le rapport de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, nous avons le rapport de la Commission nationale de transparence dans la gestion des finances publiques. Ben, on dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour amener le Premier ministre ou le ministre à répondre de ces faits qui ont été dénoncés dans ce rapport? C'est ça. Monsieur le Premier ministre Anatole Collinet Makosso, sur la situation des bourses des étudiants, dernièrement, lors des questions orales avec débat au Parlement, vous avez déclaré que l'État continue à payer les étudiants qui ne sont plus actifs. Cette déclaration a suscité la manifestation des étudiants. Pourquoi aujourd'hui la priorité serait donnée aux étudiants qui sont actifs? Est-ce que l'État n'a pas d'argent pour payer les arriérés des bourses des étudiants? Je vous rappelle les chiffres. Les étudiants locaux, c'est depuis 2018, de 2018 à 2021. Ceux de Cuba, 39 mois, et ceux de la Chine réclament 62 mois d'arriérés de bourse. Deux choses à retenir. La première, c'est que
Dès notre arrivée à la tête du gouvernement, et lorsque nous avons présenté le programme d'action du gouvernement à l'Assemblée, nous avons dit pouvoir négocier avec les partenaires sociaux pour qu'on mette entre parenthèses les arriérés, s'agissant par exemple des retraités, s'agissant des agents qui étaient payés sur la base des budgets de transfert. On met entre parenthèses les arriérés pour payer l'encours. Parce que la situation économique et financière que nous connaissions ne pouvait pas nous permettre de payer à la fois l'encours et les arriérés. Vous vous souviendrez de cet engagement de la part du Premier ministre lorsqu'il s'adressait aux députés dans le cadre de la présentation de son programme d'action du gouvernement. C'est ce qui nous a permis de faire en sorte qu'avec les retraités, nous ayons suspendu le paiement des arriérés et payé régulièrement leurs pensions depuis janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, et on n'a jamais failli. Ce qui nous a permis de faire en sorte qu'avec les enseignants de l'université et les fonctionnaires du CHU, de payer régulièrement leur salaire du mois parce qu'on a pu suspendre le paiement des arriérés. On attend quand la situation va s'améliorer, on le fera comme on l'avait déjà fait par le passé. Quand le président Denis Sassou Nguesso est arrivé en 1997 aux affaires, et avec la situation aussi que nous avons connue, le président Denis Sassou Nguesso a trouvé des arriérés de salaire sous le régime de son prédécesseur, depuis la transition jusqu'en 1997. On est arrivé à un moment jusqu'à totaliser pratiquement 12 à 15 mois d'arriérés de salaire. Et lorsque la situation s'est améliorée, le président a pris l'engagement de payer chaque année 1 ou 2 mois parmi les arriérés en plus de l'encours. On a fini par éponger cette dette. Lorsque je m'adressais aux députés, j'avais même pris cet exemple. Et c'est l'option que nous avions prise pour les retraités, pour les budgets de transfert. On devrait la prendre depuis là pour les étudiants. Pourquoi ne l'avait-on pas prise pour les étudiants? Parce qu'à l'époque, il ne nous était pas facile de savoir qui est actif, qui ne l'est plus, parce que les commissions de bourse ne se réunissaient pas. On n'avait pas tenu la commission de bourse de 2019-2020, 2020-2021, a fortiori 2021-2022. C'est maintenant que les commissions de bourse se tiennent. Il nous était donc difficile à ce moment d'appliquer la même formule pour les étudiants. Deuxièmement, la seconde chose à retenir, c'est que pourquoi nous sommes obligés de le faire? Vous dites qu'il n'y a pas assez de ressources. Bien sûr qu'en ce moment, où nous sommes en train de rétablir les équilibres macroéconomiques, il est difficile aujourd'hui de payer 1 mois de l'encours, 1 mois d'arriéré tout le temps. C'est difficile. On dit 2018, 2022, suspendons le paiement. On n'a pas dit qu'on annule. L'État ne peut pas annuler une dette sociale. Ce n'est pas possible. On dit suspendons le paiement de ces bourses. Pourquoi? Pour faciliter simplement la gestion administrative et financière de la dépense publique. Quand j'ai 1 mois à payer, au lieu que ça compte pour 2018 ou 2019, que ça compte pour l'encours. Ça ne devrait pas déranger. Mais pourquoi ne pas étudiants. finaliser avec les arriérés de bourse de 2018, puisque le premier trimestre a été payé, il ne restait que 3 trimestres à payer. Mais le trimestre qui est en cours, qui pourrait être payé d'ici là, concerne bien 2018. Mais nous disons, est-ce qu'on va continuer à faire comme ça? À partir de 2023, on dit, qu'est-ce qui est intéressant pour l'étudiant? En mars 2023, que je lui dise que je viens de te payer le trimestre de 2018 ou le trimestre de janvier 2023. Qu'est-ce qui est intéressant pour lui? Puisque c'est la même ressource. Pourquoi bouderait-il le fait qu'il reçoive en mars 2023 ce qui lui est dû au titre de janvier à mars? Ce qui nous permet de prendre en compte ceux de 2018 qui sont encore à l'école, ceux de 2019 qui n'étaient pas pris en compte depuis 2018 puisqu'il n'y avait pas de commission de bourse, ceux de 2020
qui n'étaient pas prises en compte avant la commission de bourse, et celles de 2022 ou 2023 qui vont intégrer. Parce que, madame, quand nous payons pour 2018 ou 2019, mais là-dedans, vous n'avez pas les étudiants qui devraient avoir leur bourse à partir de 2021. Ceux qui ont droit à la bourse en 2021, ils ne sont pas concernés, alors qu'ils sont à l'école tous les jours. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a du mal à comprendre quand le gouvernement explique les choses de cette manière. Mais c'est un retard pas dû aux étudiants, mais à l'État qui n'a pas été capable de les payer régulièrement. Est-ce que nous avons dit non? Est-ce que le fait que l'État n'ait pas pu les payer par le passé interdit à ce que l'État envisage avec les étudiants le mécanisme le plus efficace et le plus réaliste pour les payer aujourd'hui? Non. Si nous restons dans la recherche des responsabilités, il n'y a pas de problème. Le gouvernement n'a pas dit que c'est la faute des étudiants si on ne les a pas payés. Et le gouvernement n'a pas dit qu'il ne va pas vous payer parce que ce n'est pas sa faute. Non. Le gouvernement a dit ce que je vous dois, je le reconnais. J'attends quand la situation va s'améliorer, je vais vous payer. Mais en attendant, pensons à intégrer dans le stock de la bourse régulière ceux qui viennent d'arriver. De sorte que quand j'ai un peu d'argent, au lieu de ne payer que les anciens, que je paye aussi ceux qui ont nouvellement droit. Voilà l'intérêt, madame. Monsieur le Premier ministre, on peut bien se poser la question, si la situation financière du Congo ne s'est pas améliorée, le budget avait établi sur un baril à 65 $, au taux de change de 550 francs CFA le dollar, à la faveur de la crise en Ukraine-Russie, nous savons très bien que le dollar se change maintenant entre 650 voire 750 francs CFA. Alors, est-ce que ces ressources inattendues ne vous permettent pas de prendre en charge la situation des étudiants, des aérés de retraités? Et il y a même aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, n'est-ce pas, les travailleurs des collectivités, c'est-à-dire des mairies qui sont déjà en grève. Et on annonce aussi pour bientôt, n'est-ce pas, des grèves dans les hôpitaux de notre pays. Et il ne faut pas oublier les opérateurs économiques congolais, des Français aussi et des Chinois qui réclament toujours, n'est-ce pas, à l'État le paiement, n'est-ce pas, de ce qu'il a réduit. Nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Et le mémorandum que nous avons signé avec le Fonds monétaire international prévoit déjà la destination de ce qui pourrait être une situation financière favorable ou excédentaire. Faisons allusion à ce que vous dites. En cas d'excédent, il y a des rubriques bien définies. Le paiement de la dette commerciale. Quand vous voyez que de temps en temps, on essaie de payer la dette, eh bien c'est cela. Et même de la dette sociale. En partie, c'est là-bas. Mais pour qu'on commence à payer la dette, il faut d'abord l'avoir consolidée. Donc, si la bourse des étudiants de 2018-2019 n'est pas encore considérée comme une dette, comment en arriverons-nous à la payer demain? C'est pour cette raison qu'on dit, consolidons ces arriérés, faisons-en une dette, de sorte que lorsqu'il va falloir commencer à payer les dettes, ben, nous prendrons en compte la dette des étudiants. Voilà. Mais si nous disons que, bon, avec ces excédents, on va payer les arriérés, on ne réussira pas à payer tous les arriérés. Vous les multipliez d'ailleurs vous-même. Il y a les mairies qui sont à 12, 14, 15, parfois 60 mois. Il y a des hôpitaux qui pourraient aussi demander à aller en grève parce qu'il y en a où les travailleurs ne sont pas payés depuis 12, 14, 15 mois. Tout ça, ça nécessite que nous en faisons l'évaluation, nous établissons le stock et nous définissons les modalités d'appurement. Mais en attendant, il faut payer l'encours. Il faut que l'agent de la mairie qui va travailler tous les jours sache que j'ai mon salaire de janvier, mais l'État me doit tant. Voilà. Dans d'autres pays, vous savez comment ça se passe? On titrise. On vous donne un titre. L'État te doit, oui, ok, je n'ai pas d'argent pour le moment, je te donne un titre. Tu peux aller négocier ce titre-là à une banque. Voilà.
Ça permet à l'État de ne pas être obligé de trouver des espèces sonnantes et trébuchantes au moment où il a des problèmes de trésorerie. Il doit régler d'autres situations. Les cas des inondations, voilà. Les cas des sinistres, d'autres problèmes. Lutter contre la vie chère, voilà. Produire, il nous faut beaucoup produire. Bon, il faut peut-être soutenir les producteurs agricoles. Il faut réparer telle route pour permettre la circulation des produits alimentaires. L'État a tellement d'urgence qu'il a envie de dire, concentrons-nous sur les urgences. Le reste, il n'y a pas de problème. C'est une entente entre vous et nous. On vous doit, on n'a pas nié. Ah oui, parce que vous reconnaissez que vous me devez 18 mois d'arriéré. Oui. Vous nous devez 30 mois de bourse. Oui. Monsieur le Premier ministre, signez là. OK. On a signé. On vous doit ça. D'accord. Vous attendez quand la situation va s'améliorer, je vais vous payer. OK, il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas attendre, je vous donne un titre. Vous pouvez faire valoir ce titre là où vous voulez. OK, d'accord. C'est tout. C'est comme ça qu'on règle ce genre de problème. Dans tous les États du monde. Oui, Monsieur le Premier ministre, citez l'assurance que vous donnez à ceux qui sont en train de réclamer les arriérés de bourse, des salaires maintenant. Votre gouvernement n'est pas que confronté au problème des arriérés de salaire, il y a aussi des aspects politiques. Et quand je parle politique, je fais un clin d'œil à Justin Babakas, qui est le spécialiste des questions politiques. Justin. Merci, M. Mbédia. Merci, M. le Premier ministre. Depuis 2015, en parlant des concertations politiques de Sibiti, d'Evo et récemment dans le département de la Cuvette à Oando, la classe politique et notamment l'opposition congolaise ne cesse de réclamer l'introduction de la biométrie. Et la réponse du gouvernement est quasi la même. C'est un processus. Alors, quelles peuvent être les avancées qui ont été enregistrées et qui sont reconnues d'ailleurs par les deux partis? Bon, la politique, c'est la transformation des aspirations réelles du peuple en politique de l'État. Voilà. Un parti politique s'intéresse d'abord aux problèmes dont nous sommes en train de parler là. Ces problèmes de société, ces problèmes des bourses. Donc, s'il ne voit pas déjà l'effort que le gouvernement a à résoudre ces problèmes, si ça ne l'intéresse pas, c'est seulement la biométrie qui intéresse. Il n'y a pas de problème, on pourra parler de la biométrie. Mais le gouvernement, en ce moment, après avoir organisé avec succès les élections avec les mécanismes à notre portée, se préoccupe du quotidien des Congolais. Leur salaire régulier, la scolarité régulière des enfants, la bourse des étudiants, voilà, c'est sur quoi nous sommes concentrés. Et nous sommes en train d'y travailler. Quand vous nous amenez sur le terrain politique, il faut déjà que les acteurs politiques aient avec nous le même souci des problèmes que nous sommes en train de régler. Quand on a résolu ça, il peut m'amener sur la biométrie, qui demande d'importants moyens, qui demande qu'on finalise le recensement général de la population et de l'habitat. En ce moment, presque bloqué, parce qu'on a d'importantes ressources à mettre pour conduire le processus jusqu'à son terme. Dites-moi, entre me permettre de financer le recensement biométrique des agents de l'État pour maîtriser la masse salariale et réussir effectivement à mieux gérer l'administration et financer le recensement biométrique des électeurs pour les élections que j'aurai en 2026. Moi, Premier ministre, si je dois définir les priorités, laquelle je dois prendre? Si je comprends bien, Monsieur le Premier ministre, l'introduction de la biométrie n'est pas une priorité pour le gouvernement. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai compris, Monsieur le Premier ministre. C'est une des priorités, mais à l'intérieur, il faut choisir la priorité des priorités. Voilà. La République du Congo, Monsieur le Premier ministre, selon la coalition Tournons la page, a échoué dans la consolidation du processus de la démocratie. Il y a même un candidat malheureux à l'élection présidentielle, Davma Poufoula, qui a qualifié du processus démocratique en République du Congo de recul. On s'approche vers l'organisation des sénatoriales. Comment est-ce que vous prévoyez l'organisation de ces élections? Bon. Je ne sais pas si l'on peut dire d'un pays
qui organise les élections à échéance régulière depuis plus de 20 ans, sans avoir raté la moindre échéance. Si on peut dire qu'il y a un recul. Je ne sais pas. Je ne sais pas sur quelle base on apprécie l'évolution de la démocratie dans un pays, dans une nation. Un pays qui organise à échéance régulière, dans l'appel à sérénité, une élection, dire qu'on a échoué, c'est un chaos, je ne sais pas quels sont les critères d'appréciation. Libre à ceux qui ont ce jugement. Les sénatoriales, c'est un suffrage universel indirect. Ce sont les conseillers qui ont été élus qui vont se retrouver, chacun dans son département, pour choisir le sénateur au titre de son département. Donc c'est encadré. Là aussi, on ne peut pas craindre qu'il y ait un fiasco démocratique. Je ne vois pas de quelle manière. Monsieur le Premier ministre, il y a également le collectif de l'opposition. Le collectif de l'opposition qui boude tous les temps ces échéances électorales. Pour eux, il est question d'aller vers l'organisation d'un dialogue national inclusif et certainement sous l'égide de la communauté internationale pour sortir de ce qu'ils appellent... Pour parler de la bourse des étudiants, pour parler des salaires, oui, il n'y a pas de problème. Il y a des mécanismes. Justement, ils l'ont évoqué pour sortir ce qu'ils ont appelé la crise multidimensionnelle. Oui, multidimensionnelle, c'est quoi? C'est celle dont nous parlons là. Il n'y a pas de crise multidimensionnelle. Il y a la crise des prix de denrées alimentaires. Oui, c'est la crise alimentaire. Nous savons qu'est-ce qu'il a aggravé dans notre pays. Si c'est ce dont nous devons parler, nous en parlons déjà au Conseil des ministres. Nous répondons devant les parlementaires. Nous avons un Conseil économique, social et environnemental. Nous avons des conseils consultatifs nationaux. Donc, il y a déjà une réflexion qui est menée à tous ces niveaux. Bon, maintenant, la proposition que nous font les amis de quoi? Le collectif des partis d'opposition. Le collectif, c'est pour que nous parlions de quoi? Qu'est-ce qui intéresse plus les populations? Pour que nous parlions de ce qui les intéresse eux ou ce qui intéresse les populations. Ils voudraient qu'ils soient associés dans les la gestion, justement. Pour le moment, les populations sont intéressées par le plan de résilience. Et ils peuvent nous dire si le plan de résilience mis en œuvre par le gouvernement n'est pas efficace. Ça, il n'y a pas de problème. On peut prendre les conseils. Et nous avons présenté ce plan de résilience au Parlement. Ce sont les représentants du peuple. Ils nous ont dit, et de temps en temps, ils nous recadrent. Ils nous disent, ils nous posent les mêmes questions que vous nous posez là. Donc les mêmes questions que nous poserons, certainement, les amis du collectif de l'opposition. Bon. A-t-on besoin d'organiser une grande messe pour ça? Mais pourquoi, Monsieur le Premier ministre, on a envoyé un émissaire du président de la République en France à Paris pour échanger avec les combattants, pour discuter sur un certain nombre de questions? C'était une opération de charme, dirait-on. Mais ça promet le vivre ensemble. Et pourquoi ne pas associer le collectif des partis de l'opposition dans le vivre ensemble? Dans le vivre ensemble, mais ils ne sont pas exclus. La preuve, ils interviennent. S'ils demandent une audience au Premier ministre, le Premier ministre les recevra. Nous discuterons. Leurs propositions sont à donner au Premier ministre. Je reçois les correspondances, les lettres ouvertes, ainsi de suite. S'ils sont vigilants, ils se rendent compte qu'il y a certaines propositions qu'ils nous font, qui sont mises en œuvre d'une manière ou d'une autre. Monsieur le Premier ministre, pour boucler certainement sur cette question politique, lors de la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, Pascal Tati Mabiala avait fustigé l'attitude de la majorité après l'élection de Joseph Kinyombi Kiambougou. Une attitude de la majorité qui n'avait pas plu à Pascal Tati Mabiala, parce que pour lui, il était question que ce poste de Joseph Kinyombi Kiambougou revienne à l'opposition. Mais n'était-il pas revenu à l'opposition? Non. Joseph Kinyombi Kiambougou est-il de la majorité? Il a parlé lors de la mise en place du bureau de l'Assemblée d'une opposition de façade. Il est libre de ses propos. Je ne sais pas. Nous, on n'a jamais jugé l'opposition. On a du respect pour les partis politiques, on a du respect pour les partenaires politiques. On a vu des candidatures qui se sont présentées, et je pense. Et puis les députés, en toute souveraineté, ont voté pour un des candidats qui s'était présenté. Et tout le principe, c'était de respecter le règlement intérieur de l'Assemblée.
Voilà, le règlement intérieur veut que la composition du bureau reflète la configuration de l'Assemblée. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il s'est agi de présenter les candidatures de la majorité, on s'est inspiré peut-être d'un précédent. Et la majorité n'a pas voulu présenter un candidat au poste de deuxième secrétaire, se disant que ce sera un poste réservé à l'opposition, ou peut-être au centre s'il y en a eu. Et constatant le vide, l'opposition a présenté des candidats. Ils ont présenté 2 candidats. Les 2 candidats ont été soumis aux voix. Il y a un qui a été élu, certainement avec les voix de la majorité, mais les députés sont libres d'élire, de voter pour qui ils veulent. Et c'est ce qui s'est passé. Monsieur le Premier ministre, si restez dans le même élan que Justin Bambaka sur le volet politique, tout à l'heure, lorsque vous avez pris la parole, dans vos propos, vous avez vanté la vitalité de la démocratie congolaise, mais l'opposition qualifie l'organisation des élections législatives de catastrophique. D'ailleurs, la conséquence de cette désorganisation, l'invalidation de la députée Mwangassa, qui est issue de votre formation politique. Ah oui. Ce qui revient à dire que nous avons une cour constitutionnelle qui fonctionne normalement et dont les compétences ne sont pas souvent reconnues par la même opposition. Aujourd'hui, ils se rendent compte maintenant que la cour constitutionnelle est impartiale et a fait correctement son travail et a invalidé une élection. Ce n'est pas de la vitalité de la démocratie. Que peut-on reprocher à une démocratie dont les candidats, fussent-ils proches du parti majoritaire, se font invalider par la Cour constitutionnelle? Vous avez donc là la preuve. Merci de cet exemple, madame. Vous avez donc là la preuve. Est-ce que cette invalidation ne remet-elle pas en cause tout ce processus électoral? Ah bon? Mais comment ça se passe dans d'autres pays lorsque un conseil constitutionnel invalide une élection? Ça veut dire qu'il n'y a pas de... La démocratie n'est pas vive, effective là-bas? Non, madame. Il faut avoir du respect pour nos institutions. Mais non, le jugement de l'opposition. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est élu critiquer le mode d'élection? Ne peut critiquer le mode d'une élection que quelqu'un qui n'est pas élu, qui a échoué. Bon, les mauvais élèves ont toujours des mauvais outils. Les mauvais ouvriers ont toujours des mauvais outils. Et donc, les mauvais perdants, les perdants à une élection, critiquent toujours le processus qui a permis à ce qu'ils ne soient pas élus. Mais, monsieur le Premier ministre, il y a eu quand même un problème, puisque au sortir de ces élections, il y a des recours qui ont été introduits par des candidats malheureux et rejetés en bloc. Et par la suite, la Cour constitutionnelle s'est autosaisie pour trancher sur un certain nombre d'affaires, dont l'affaire Mwangassa. La Cour constitutionnelle ne s'était pas autosaisie. La Cour constitutionnelle a reçu des saisines des candidats qui ont contesté l'élection des autres. Monsieur le Premier ministre, il y a eu quelques soucis dans le département de la Bwenza avec la société Soremi. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a des militaires, des policiers, parlant en termes des policiers, qui ont été envoyés sur le terrain pour pouvoir, je ne sais pas comment qualifier ça, s'attaquer à des jeunes manifestants. Oui. Monsieur le Premier ministre, peut-être dans le même élan, on constate une série, n'est-ce pas, de grouilles sociales dans notre pays. La dernière en date, c'est Soremi, la situation de la société Soremi à laquelle fait allusion mon collègue. Mais il y a aussi les collectivités locales qui sont en grève depuis ce matin et les étudiants aussi entre-temps. Vous avez suivi tout cela. Dans quelques jours, il paraît que ce sera autour des hôpitaux. Alors on sait que gouverner, c'est aussi prévoir. Pourquoi il n'y a pas ce sens anticipatif chez Makosso 2 ? C'est comme si vous êtes un peu tout le temps sur la défensive au lieu d'être parfois offensif et anticipé. Non. On n'est pas sur la défensive. Nous travaillons avec les partenaires. Tout dépend de la manière dont le problème est posé. Je vous ai dit tout à l'heure que sur tout ce qui est des arriérés, le gouvernement s'est donné une ligne qui a d'ailleurs été rappelée par le président de la République. Et c'est ce sur quoi nous travaillons avec les partenaires, y compris les agents municipaux. Il n'y a que au niveau des collectivités locales, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est le salaire des agents qui ne sont pas payés depuis un moment.
parce que ces salaires sont supportés, une partie par le gouvernement, c'est vrai, mais une autre partie par leurs propres ressources. Pendant un moment, du fait des réformes que nous avons engagées, la rétrocession des droits, des taxes qui sont dus aux collectivités locales n'était pas assurée de façon régulière. Et vous avez entendu le président de la République nous instruire sur la question, enjoindre le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que ce soit rétrocédé aux collectivités locales tout ce à quoi elles ont droit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On travaille, on discute avec les collectivités locales. Moi-même les avais reçues par le passé. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a travaillé avec les collectivités locales. Donc, le ministre des Finances a mis en place un mécanisme qui va permettre désormais de rétrocéder régulièrement ce à quoi les collectivités locales ont droit. Donc, ce travail se fait. Le second problème avec les collectivités locales, c'est justement les salaires. Alors, là aussi, ce sera la même chose. Le ministre d'État, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a commencé à discuter avec les syndicats pour leur dire que la question est sur la table du gouvernement pour qu'elle soit traitée de la même manière que je suis en train de vous le dire. Lorsque nous allons tomber d'accord avec tous nos partenaires, qu'ils soient dans les hôpitaux, qu'ils soient dans les collectivités locales, comme on l'a fait avec les retraités, qu'ils soient à l'université, un peu partout, lorsque nous tomberons d'accord sur le fait de consolider la dette des arriérés et de payer l'encours, si nous disons à partir de janvier 2023, nous créerons les conditions pour qu'à partir de janvier 2023, dans la foulée du paiement des salaires, qu'eux aussi, ils aient leur salaire. Et à partir de ce moment, on n'aura plus de problème. Et qu'ils patientent simplement pour ce qui est de leurs arriérés. Lorsque nous traiterons la situation de la dette sociale, la dette des salaires, à partir de ce moment, on commencera à résoudre. Donc, ça, c'est la ligne, pour ce que vous parlez d'anticipation. C'est de cette manière que le gouvernement avait anticipé la réflexion. Dès l'instant, il n'y a pas rupture de dialogue, il n'y a pas grève. Voilà. Mais il y a comme une crise de confiance qui s'est installée et ça fait que des gens se précipitent à aller en grève. Parfois, les syndicats sont aussi dépassés sous la pression de leurs travailleurs, ventre affamé n'ayant point d'oreille, sous la pression des travailleurs. Bon, on se dit, allons d'abord en grève, peut-être qu'on bénéficiera de meilleure attention. Mais ce n'est pas parce que vous allez en grève. La question de Alphonse Ndongo n'avait pas seulement attrait à ceux qui attendent des arriérés de salaire, mais il y avait aussi la situation de Soremi. Ah oui, bien sûr. Justement, je voudrais revenir sur la situation de Soremi. Maintenant, là aussi, c'est une question globale. Il ne faut pas la limiter à Soremi. Il s'est développé dans notre pays une exploitation artisanale des mines, des minerais, ainsi de suite, dans différents départements. Vous avez ça dans la Bouenza, en Fouati, autour de Soremi. Vous l'avez dans le Poul, vous l'avez dans la Sanga, vous l'avez dans aussi. Vous l'avez dans le Niari, ainsi de suite. Donc, il y a des jeunes, surtout privés d'emploi, qui ont vu dans l'exploitation artisanale des mines un moyen de survie. Voilà, une activité qui peut leur permettre effectivement d'assurer leur quotidien. Et ces agents artisanaux sont encouragés par des comptoirs qui récupèrent le produit de leur exploitation pour la commercialisation. Alors il s'avère qu'à Soremi, le cas est tout à fait particulier. Les agents artisanaux exploitent autour du périmètre de Soremi. Voilà. Autant on peut le leur concéder, on peut admettre qu'ils exploitent dans les environs, et même là c'est quand même difficile parce que les conventions que nous avons avec Soremi protègent un rayon au-delà de leur périmètre, mais ces jeunes exploitent et dans les environs du périmètre et parfois font des incursions dans le périmètre de Soremi. Et je peux vous dire que les discussions sont engagées, on n'a pas besoin d'utiliser la méthode forte, mais on sera obligé d'y recourir si on n'arrive pas à s'accorder. Mais pour le moment, ce n'est pas le but du jeu. J'ai instruit le ministre d'État, le ministre des Mines, le ministre de la Défense,
le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Industrie, pour qu'ils aillent dans le département, rencontrer les autorités locales, discuter avec ces exploitants artisanaux, voilà, parce que nous parlons de l'informel. L'artisanat minier, c'est un secteur qui mérite aussi d'être développé chez nous, l'artisanat minier. Et nous menons la réflexion pour justement développer ce secteur d'artisanat minier et pour permettre à ces jeunes d'exploiter, mais de façon réglementaire. Il faut donc réglementer cela et c'est le travail qui est en train d'être fait. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vais revenir avec vous sur la question des retraites, des retraités. Dernièrement, précisément pour être plus précise, au mois de juillet dernier, le gouvernement envisage prolonger l'âge du départ à la retraite de 65 ans à 70 ans. Ma question est de savoir quelle est l'opportunité de cette réforme aujourd'hui. Est-ce que l'État veut faire travailler les seniors un peu plus pour combler la question du chômage, alors qu'en face, il y a des chômeurs qu'il faut recruter? Bon, il faut déjà partir du principe que l'âge de la retraite n'est pas augmenté de 65 à 70 ans, mais de 60 à 65 ans. Pour l'ensemble des fonctionnaires, c'est de 60 à 65 ans. Alors, pourquoi? Pour deux raisons. Vous avez donc là quand même une preuve que l'espérance de vie s'est améliorée, parce qu'à l'époque, c'était difficile d'envisager quelqu'un à 60 ans être encore fort. Voilà. Dès l'instant où on avait dépassé 55, 57 ans, la personne était un peu affaiblie. Aujourd'hui, on se rend compte que jusqu'à 60 ans, la personne est encore forte et peut encore rendre. Ça ne vaut pas la peine de le précipiter, d'aller à la retraite. Ça n'exclut pas que nous puissions recruter. À preuve, en ce moment, nous sommes en train de recruter dans la fonction publique. Nous avons aussi pris en compte une préoccupation des jeunes. À l'époque, à la fonction publique, vous ne pouvez pas être recruté au-delà de 35 ans. Après 35 ans, vous ne pouvez pas être recruté à la fonction publique. On a prolongé l'âge du recrutement à 45 ans. Ça nous permet aussi de résoudre le problème de ceux qui avaient fini leurs études, mais qui ont longtemps attendu pour être recrutés à la fonction publique. Voilà, pour terminer sur ce volet social, Monsieur le Premier ministre, la question de l'insécurité à Brazzaville qui est grandissante. Alors, l'ONG Action pour le développement a fait un rapport des violations de droits de l'homme au Congo qui est chiffré à 153 cas de violation de droits de l'homme au troisième trimestre 2022. Il y a aussi le banditisme en milieu urbain, le banditisme au milieu de la police également. Que prévoit le gouvernement? Est-ce qu'il n'est pas-il pas temps aujourd'hui de reformer la police parce qu'il y a plusieurs cas flagrants de banditisme au sein même de la police nationale? Peut-on juger toute une institution comme la police au regard des comportements indélicats de certains agents dans tous les corps, madame, et dans tous les pays? Il y a des abus. Et ce qui compte, c'est la capacité de l'autorité de sévir des comportements de ce genre. Et vous avez vu que s'agissant des agents indélicats qui ont été repérés dans la police et qui seraient auteurs d'un certain nombre de comportements, il y a des procédures qui sont engagées. Donc, on ne va pas rester à se focaliser sur le fait qu'il y a eu des éléments indélicats de la police qui se sont rendus coupables d'un certain nombre d'actes de troubles à l'ordre public pour juger ainsi toute une institution qui essaie tant bien que mal de faire son travail. Cela dit, oui, nous devons donner davantage de ressources, davantage de moyens à la police, restructurer la police, revoir le mode de fonctionnement, rendre la police beaucoup plus efficace. C'est ce qui est en train d'être fait. C'est une réflexion qui est engagée au niveau du gouvernement et c'est voilà, une approche qui va se mettre en œuvre. Mais le problème important aussi que vous soulevez, c'est celui de la délinquance juvénile. Vous voyez que la délinquance est galopante dans la quasi-totalité des pays. C'est lié à la violence urbaine, c'est lié à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Ce sont des problématiques qui sont soulevées à des niveaux beaucoup plus élevés au niveau international. Donc, le Congo n'échappe pas
à cette violence urbaine, n'échappe pas à cette radicalisation, à cet extrémisme violent. Nous faisons d'ailleurs l'effort de contenir pour que nous ne vivions pas cette violence comme ça se passe dans d'autres pays, avec le développement du terrorisme, par exemple. Donc, nous faisons quand même un grand effort de contenir cette violence. Et en ce qui nous concerne, s'agissant de la délinquance juvénile, vous savez que le président avait ordonné la mise en place d'un haut commissariat, le haut commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile. Vous nous avez vu dans le cadre de la politique mise en œuvre par le gouvernement pour assurer la justice restaurative et lutter contre cette délinquance, identifier des sites, le président l'a dit dans son discours, pour assurer la rééducation, la réinsertion, la formation, la restauration de ces jeunes délinquants. Et nous avons été regarder les sites d'Aubeville dans la Bouéza et de Bocania dans la Cuvette. Le gouvernement est instruit de vite rendre opérationnelles ces infrastructures pour accueillir ces jeunes pour un meilleur encadrement. Donc oui, nous constatons comme vous le développement de la violence dans nos cités et nous travaillons pour que effectivement cette délinquance juvénile soit ralentie, sinon totalement traitée. Monsieur le Premier ministre, on se rend compte que la violence urbaine aujourd'hui est engendrée en partie au taux de décrochage scolaire qui est assez élevé. Vous avez lancé il y a quelques mois les États généraux de l'éducation. Est-ce que les États généraux de l'éducation sont censés apporter une solution à ce cas précis? Parce que la violence scolaire la violence au milieu urbain a en train de pénétrer le milieu scolaire. Bien sûr que les États généraux de l'éducation apporteront des approches de solutions à tout cela parce que le décrochage scolaire est dû aussi à la forte démographie en milieu scolaire. Voilà, quand vous avez des salles de classe pléthoriques, des établissements avec 2000, 3000 élèves, avec un personnel d'encadrement très faible, bien entendu, il y a des élèves qui échapperont au contrôle des autorités de ces établissements scolaires et qui finissent par décrocher, par négligence, par manque de suivi, par déficit d'encadrement. Un élève qui décroche est un délinquant potentiel parce qu'il ne bénéficie plus d'un encadrement adéquat. Voilà, Alphonse Ndongo, vous êtes le spécialiste des questions économiques. Vous avez suivi le Premier ministre depuis le début de l'émission jusqu'à cette heure-ci. Est-ce que vous avez une dernière préoccupation à soulever à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement? Oui, dans le cadre du partenariat public-privé, on le sait, Monsieur le Premier ministre, que les investisseurs qui arrivent ne sont généralement pas des enfants de cœur. Jusqu'à présent, on a encore de la peine à saisir quelle est effectivement la stratégie du gouvernement en ce qui concerne la mise en place du partenariat public-privé pour déboucher dans ce que les Chinois eux-mêmes appellent win-win. Vous avez dû suivre que le ministre de la Coopération et de la promotion du partenariat public-privé a présenté le projet de loi à l'Assemblée nationale. Il reste à ce qu'il soit aussi à examiner au niveau du Sénat pour que nous ayons désormais le cadre normatif qui régira ce mode de financement auquel a fait allusion le président de la République. Donc oui, il y a une loi qui va être adoptée, qui encadre pour apaiser vos inquiétudes, qui encadre ce mécanisme de financement, de sorte que nous ne soyons pas à la merci des investisseurs véreux. Monsieur le Premier ministre, nous étions très heureux d'être en votre compagnie cette matinée. En guise de conclusion, est-ce que vous avez une préoccupation, un aspect sur lequel vous voulez insister, s'il vous plaît? Revenir sur le thème par lequel le président de la République a clos son message sur l'état de la nation, la paix. La paix sans laquelle rien ne peut se faire dans notre pays. Mais j'irai un peu plus loin pour ne pas qu'on assimile le message du président de la République à une quête de paix, simplement comme l'absence de guerre. Non. La paix sociale, la paix civile. Le président de la République a parlé du risque de construction
destruction, reconstruction. Mais on ne détruit pas que par la guerre. Même en période de paix, on peut détruire ce que nous avons pu construire. Par exemple, par l'incivisme. Si les efforts du gouvernement de construire une vie moins chère sont sapés par les comportements des uns et des autres, le gouvernement sera appelé à reconstruire. De quelle manière? Si, malgré le fait qu'on a privé le gouvernement d'un certain nombre de ressources, entre septembre et novembre, le gouvernement peut avoir perdu en termes de droits et taxes près de 10 milliards de francs CFA. Près de 10 milliards de francs CFA. Au titre des avantages qu'on a concédés aux importateurs pour baisser les prix des denrées alimentaires. Alors, si malgré ça, les prix sont encore élevés du fait de la surenchère ou de la corruption d'un certain nombre de cadres, nous avons donc déconstruit ce que le gouvernement a construit. Le gouvernement vient d'engager un recensement pour identifier les agents publics de l'État. Nous savons tous que nous avons des agents qui ont totalement déserté l'administration publique, mais qui continuent à se faire payer avec notre complicité. On a des agents qui sont à l'étranger, mais dont les salaires continuent à être payés, parfois récupérés par leurs parents ici et les leur envoient. Ou bien, avec le nouveau mode de paiement, ça va dans leur banque et ils ont leur carte, pas ici, mais la carte à l'étranger, ils se servent, ils payent. Voilà. Donc, tout l'effort que nous allons faire de procéder à l'enrôlement biométrique, quand on va le faire, et qu'il se trouve des dirigeants inconscients qui vont se rendre complices pour protéger les agents déserteurs ou qui ne sont pas sur le terrain, oui, des agents déserteurs, et qu'on puisse encore les ramener dans le fichier, on aura fait la même chose. On a fait le recensement en 422, on a fait le recensement en 426, on a fait le recensement en 420, on a fait le recensement en 2016. On va encore le faire. Si à cause de nos petits comportements, nous sapons tous les efforts du gouvernement, on aura encore un processus de construction, destruction, reconstruction. Un autre aspect de la paix sociale, c'est avec nos partenaires sociaux, les syndicats, qui s'engagent dans l'exercice de leur droit de grève. Lorsque nous décrétons comme ça des mouvements de grève, alors que le dialogue n'est pas rompu avec l'administration, nous détruisons notre propre tissu social. Nous détruisons notre propre tissu économique. Voilà. Et je voudrais saisir cette occasion que vous m'offrez pour dire à tous ceux qui engagent des mouvements de grève sur la base des arriérés de salaire que le gouvernement n'est pas sourd à leurs revendications. Le gouvernement rappelle simplement que comme le gouvernement a eu à le faire par le passé, tout ce qui est arriéré de salaire sera payé. Mais sera payé sur la base d'une démarche réaliste et pragmatique que le gouvernement a proposée. Il s'agit de consolider le stock de ces arriérés, reconnaître cela comme une dette que le gouvernement s'engagera à payer le moment venu, sous les formes que nous conviendrons ensemble. Ce qui leur permet de donner la possibilité au gouvernement de payer régulièrement l'encours, de façon concrète. On va peut-être arriver à 2023. Que les agents sachent que le gouvernement est en train de faire l'effort de faire en sorte qu'à partir de janvier 2023, leur salaire et certainement les bourses soient régulièrement payés au titre de l'année 2023.
à la seule condition qu'ils facilitent le travail du gouvernement en acceptant de mettre dans un stock de la dette tous les salaires qui leur sont dus, qui ne leur auront pas été payés jusqu'à décembre 2022. Ce qui n'exclut pas que les mandats en cours actuellement, au titre soit de la bourse des étudiants, soit du salaire des agents municipaux, en cours, puissent être payés. Ça va se faire et le gouvernement s'active, s'emploie pour que ces mandats soient libérés et qu'ils soient payés. On ne peut pas bien travailler si, quand on se lève, on apprend que les mairies sont fermées. On ne peut pas bien travailler quand, lorsqu'on se lève, on apprend que les hôpitaux sont en grève. Non. L'hôpital, la mairie sont des services publics qui ne méritaient pas d'avoir un arrêt du travail. Voilà, ce sont là les dernières paroles de notre invité. Il s'appelle Anatole Kolouni Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. Avec lui, nous avons débattu en long et large du message sur l'état de la nation que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a délivré le lundi 28 novembre 2022 au Palais des Congrès à Brazzaville, devant le Parlement réuni en congrès. Sur ce plateau, je n'étais pas seul, j'avais des confrères. C'est le cas de Sarah Mangia, journaliste spécialiste des questions de société, Alphonse Ndongo, journaliste spécialiste des questions économiques, et Justin Bambaka, journaliste spécialiste des questions politiques. Monsieur le Premier ministre, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers collègues, et merci aussi, chers téléspectateurs, et à très bientôt.